I was walking around with Bo in Fondel Park, trying to blow away the clouds so dark. Alors, premier constat, le visage du web change. Moi, je fais du web depuis 96. Il y en a qui en font depuis plus longtemps que moi. On a vraiment connu pas mal d'évolutions dans le web depuis 15 ans. Et on a accumulé pas mal de choses. On a fait évoluer les débits. Donc, au niveau d'infrastructure, on a énormément de progression. Aujourd'hui, il y a quelques chanceux qui ont des débits de l'ordre de 100 mégabits seconde grâce à la fibre optique. Alors, c'est certains privilégiés. Hein. Moi, j'ai beau habiter en région parisienne, pas très loin, j'ai 1,5 méga, donc il y a quand même des fossés. Mais du coup, avec ces débits, on a eu tendance à alourdir nos pages, à rajouter du contenu, rajouter des images, rajouter de la vidéo avec plein d'éléments, le multimédia. Rajouter du poids de chaque élément, mais aussi multiplier les éléments qu'on met dans les pages, faire des pages qui font 3 km de long. Je ne sais pas si vous connaissez la page d'accueil du site 20 minutes, par exemple, du journal du même nom. Ça doit être la page la plus longue en France d'un site média. Et donc, ils ont des grosses problématiques, évidemment, de performance. Leur objectif, c'est que les gens voient des pages le plus possible pour voir de la pub, puisque c'est comme ça qu'ils se financent, c'est un magazine gratuit. Derrière, ils ont de l'infrastructure à payer et donc ils ont des problématiques à ce niveau-là. Donc, progression du poids des pages, du nombre d'objets, et on va voir que ça pose des problèmes. Malheureusement, en plus, les apparences sont trompeuses, on a des débits qui augmentent, mais on a des usages qui changent et on ne tire pas forcément profit de ces augmentations de performance et de bande passante dans notre usage principal du web, qui est la navigation. L'amélioration de la bande passante, ça va servir à tout ce qui est multimédia, diffusion de flux audio, vidéo. On passe de la télé HD maintenant sur les réseaux. Par contre, on constate, en faisant des études techniques, que si on navigue de page en page sur le web, on exploite rarement plus de 1 méga, 1,5 méga en fait, de cette bande passante. Donc si on alourdit nos pages, on va avoir un impact, même si on n'a que des utilisateurs qui ont de la fibre optique, en fait, ils n'exploiteront pas du tout l'intégralité de leur fibre. Autre sujet important qui a un impact très fort sur le sujet des performances, c'est la mobilité, puisqu'on s'est habitué à des débits de plus en plus importants à domicile, en entreprise, et on se met depuis quelques années à naviguer sur des terminaux mobiles, en Edge, en 3G quand on a de la chance. Et le problème, c'est que les débits sont bien inférieurs. On revient à des débits auxquels on n'était plus trop habitué, avec des connexions qui sont instables, avec des débits qui varient, et des problématiques d'adaptation des sites assez problématiques. Et en plus, on a alourdi nos pages, donc on a augmenté la charge de travail qu'on donne aux navigateurs pour interpréter des CSS, du JavaScript, des choses comme ça. Et les navigateurs qui sont embarqués dans les terminaux mobiles, ils n'ont que les puissances des terminaux mobiles pour fonctionner, donc c'est inférieur à un ordinateur traditionnel. Donc on a aussi des impacts à ce niveau-là. On peut avoir l'affichage qui se fige parce qu'il y a un traitement JavaScript ou un truc comme ça, alors que ça ne serait pas le cas sur un terminal classique. Donc effectivement, comme le disait Yves, le grand constat, je pense qu'on le fait tous, c'est l'utilisateur n'aime pas attendre. Un autre que je fais souvent, plutôt en termes d'UX de manière générale, c'est l'utilisateur est feignant. Il faut qu'il en fasse le moins possible pour arriver à son but. Et donc notamment attendre, ça lui plaît pas trop. Aujourd'hui, alors c'est une étude d'Akamai, je ne sais pas si tout le monde connaît Akamai. Ça vous parle, non? C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur, en fait, ce qu'on appelle un CDN, un Content Delivery Network, qui va permettre d'apporter, j'en reparlerai un peu, mais d'apporter le contenu de vos sites au plus près de vos utilisateurs pour qu'ils aient le moins d'attente possible. Et ils ont fait une étude sur des sites uniquement e-commerce, hein, donc là c'est assez ciblé, et 47%, donc disons la moitié des utilisateurs de sites e-commerce veulent obtenir les pages du site en moins de 2 secondes. C'est 2 fois moins qu'en 2006, donc ça progresse vite, et 4 fois moins qu'en 99. Donc on voit vraiment que nos attentes d'utilisateurs par rapport à la performance évoluent, parce qu'on s'habitue à notre confort, et du coup on est habitué à ces vitesses-là, et quand on prend notre terminal mobile, on aimerait bien avoir les mêmes vitesses.
quand on est à l'hôtel des orateurs à Nîmes, on aimerait bien avoir les mêmes vitesses, sauf que le Wi-Fi hier était mort. Donc c'est très frustrant quand la page met 10 secondes à arriver, alors qu'il y a 10 ans, 10 secondes, ouais, on obtient la page, on est content, quoi. Donc la performance devient un élément de satisfaction et donc d'expérience utilisateur de plus en plus prédominant. Une expérience qui a été faite pour Computer Associates à Glasgow, ils ont pris 2 groupes d'utilisateurs et ils leur ont présenté le même site dans sa version normale, dans une version ralentie. C'est-à-dire, ils ont artificiellement ralenti le site. Et ils ont constaté que les gens qui naviguaient sur le site ralenti avaient besoin de 50% de concentration en plus et étaient beaucoup plus agités, stressés. Alors, ils ont fait ça avec des électrocardiogrammes, encéphalogrammes, pardon, et de l'eye tracking. Et ils ont vu que les utilisateurs qui devaient attendre, ils commençaient à regarder un peu partout, même les éléments d'interface du navigateur et non plus le contenu de la page, parce qu'en attendant, ils essayent de s'occuper. Et on risque de les perdre, parce qu'ils vont voir autre chose qui va les intéresser, ils vont partir. Et ils sont stressés parce qu'ils attendent, ils veulent le résultat, ils pensaient l'avoir en 2 secondes, et puis en fait, il va falloir attendre 5 secondes. C'est l'horreur, c'est la fin, quoi. Donc c'est important. Pour donner des retours un peu plus chiffrés financièrement, différentes études, alors qui ne sont pas toutes très jeunes, mais qui ont un intérêt quand même pédagogique, on va dire. Chez Amazon, ils avaient fait une étude où ils ont constaté, donc avec de l'A/B testing, qu'une augmentation de 100 millisecondes pour obtenir une page leur faisait perdre 1% de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'Amazon, je ne l'ai pas en tête, c'est tellement énorme, de toute façon, ce n'est pas mémorisable. 1%, c'est on en rêve tous, d'accord? Donc 100 millisecondes, ça paraît vraiment rien, mais ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Chez Microsoft, ils ont fait le même constat. Alors chez Amazon, le chiffre d'affaires, c'est de la vente directe. Chez Bing, de Microsoft, c'est de l'affichage de pub. Si les pages sont plus lentes, on va avoir moins tendance à rester, à naviguer, à avoir différentes pages et donc à avoir plus de pubs. Donc là, 1 seconde de plus pour l'affichage d'une page, c'est presque moins 3% de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Vous voyez sur le graphe les informations plus complètes. Là, c'est une étude qui date de 2009, donc c'est beaucoup plus récent. Autre étude, alors là, c'est pas en termes de chiffre d'affaires, c'est plus vraiment l'expérience utilisateur, c'est chez Google. Une augmentation de 0,4 secondes sur le délai pour obtenir une page de résultat a fait baisser en fait le nombre de recherches par utilisateur. C'est-à-dire que les utilisateurs sont moins enclins à faire des recherches s'ils se disent que le résultat va mettre plus de temps à arriver. Ce qui est plus inquiétant, parce que là, à la limite, bon, là, c'est assez logique avec tout ce que je vous ai dit avant. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand ils ont arrêté leur expérience, c'est-à-dire ils ont remis les performances qu'il y avait avant, ils ne sont pas revenus au niveau de nombre de requêtes par utilisateur qu'ils avaient précédemment. Parce que l'utilisateur, il a mémorisé que Google était devenu lent, donc il n'est pas revenu. Ou alors il continue à faire moins de recherches parce que on va reparler de la perception, de la mémorisation de la vitesse. Une fois qu'il a acquis l'idée que le site est lent, ça va être très difficile de lui faire comprendre que finalement, non, il n'est plus lent. Donc justement, le gros problème, enfin un des gros problèmes de la performance, c'est illustré par ce beau petit dessin. Donc vous voyez évidemment que le A est sur un carré foncé et le B est sur un carré clair. En fait, pas du tout, c'est exactement la même couleur. Le problème, c'est un problème de perception. Illusion d'optique, je reviens. Voilà, c'est exactement la même couleur. Donc ce qui compte, quand on va travailler la performance de notre site, ça ne va pas être la performance brute, technique, qu'on va mesurer avec des chiffres bruts. C'est un peu comme l'analytics qu'on a vu en début d'après-midi. C'est l'interprétation qu'on va pouvoir en faire et surtout l'interprétation de la perception qu'a l'utilisateur de la performance du site. Donc ça va pouvoir se mesurer de différentes manières. Et ce qu'on constate en général, c'est que si on a une performance réelle, que vous voyez en bleu ici, l'utilisateur il espère toujours plus, parce qu'il est très confiant, il sait que vous êtes super, donc il espère toujours mieux. Il perçoit toujours moins bien, alors de l'ordre de 15%, c'est différentes études qui disent ça, donc il perçoit une performance inférieure à celle qu'il y a réellement. Et en plus, ultérieurement, quand il va en parler, ça va être encore pire.
D'accord ? Quand on a un mauvais souvenir, ça s'amplifie avec le temps. Je crois que quelqu'un l'a déjà dit ce matin. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans ces problématiques de perception, de mémorisation et de retranscription de ces informations de perception, où il n'y a pas d'absolu. Enfin, il faudrait pouvoir, sur le site de Google, quand vous faites une recherche, on vous indique le temps qu'a pris la recherche. C'est pour que l'utilisateur ne puisse pas dire que ça a pris plus de temps. D'accord ? C'est en lui montrant le chiffre, on lui montre que c'est rapide, pour qu'il intègre cette information. Parce que savoir que ça a été fait en quelques millièmes de seconde, à la limite, on a le résultat, c'est tout ce qui compte. Bah, c'est juste un intérêt pour la perception. Ce qu'on va obtenir avec un site plus rapide, différentes choses. Les utilisateurs vont revenir, puisqu'on ne les aura pas bloqués, on aura réussi à les maintenir sur le site sans les bloquer par la performance. Ils vont sans doute regarder plus de pages, puisqu'ils vont savoir qu'en allant d'une page à l'autre, ça va être assez rapide, donc ils ne vont pas perdre de temps en naviguant. Donc on va améliorer leur satisfaction. Ça, c'est important pour les taux de transformation, pour taux de conversion, pour qu'ils achètent ou pour qu'ils continuent à utiliser le site si on n'a rien à vendre financièrement, on va dire. Plus de chiffre d'affaires si on vend. Si on s'intéresse à notre performance, on va voir les différentes techniques rapidement permettant d'améliorer la performance. On va pouvoir faire aussi souvent des économies d'infrastructure. Donc on va payer moins cher notre hébergement, notre bande passante et ainsi de suite. Donc ça va être aussi intéressant financièrement. Même si on ne vend rien, on va pouvoir faire des économies. Et un dernier point qui est relativement récent, on va pouvoir être éventuellement, alors c'est infinitésimal, mieux positionné chez Google, qui a intégré dans son algorithme d'indexation la performance des sites. Donc aujourd'hui, il y a 2 sites qui auraient exactement le même positionnement dans Google. S'ils ont des performances différentes, bah ça jouera sur la position de l'un par rapport à l'autre. C'est pas énorme, c'est pas un gros coefficient dans le calcul, mais ça peut compter. Alors on va voir quelques éléments permettant d'apprécier techniquement la performance des sites, en commençant par ce qu'on appelle la cascade, waterfall en anglais. Donc là, je vous montre un exemple avec le site de la Fnac, fnac.fr. Alors j'ai un peu tassé parce que ça ne rentrait pas dans le slide sinon. On voit cette fameuse cascade. Chaque ligne, c'est une requête faite par le navigateur pour obtenir une ressource. Au départ, pour obtenir la page HTML, puis après, pour récupérer des images, du JavaScript, des feuilles de style, du Flash, toutes sortes de choses. Toutes les ressources qu'on appelle dans la page. On va voir différents éléments sur cette cascade. Ce qui est important à constater tout de suite, c'est que la toute première requête qui permet d'obtenir le HTML, c'est finalement la partie où on va demander au serveur de travailler, de produire la page, en extrayant une liste de produits ou des choses comme ça, de produire le HTML et de l'envoyer au navigateur. Une fois que le navigateur il a ça, en général, dedans, les CSS, les images, le Flash et tout ça, c'est des ressources statiques. C'est-à-dire qu'on va les demander au serveur, mais il n'aura pas besoin de les calculer, il les enverra telles quelles. Donc le travail du serveur, il se fait sur une partie infinitésimale au départ, et la majeure partie du travail ensuite se fait sur le client, et sur le dialogue entre le client et le serveur au niveau réseau pour obtenir les ressources, et sur le navigateur pour les exploiter. Donc là où on était habitué à travailler depuis les débuts du web, beaucoup sur le serveur, à rajouter du CPU, de la RAM, optimiser nos algorithmes dans nos traitements, mettre du cache, des choses comme ça, du cache applicatif, je veux dire, on se rend compte que finalement on travaillait beaucoup, on investissait beaucoup sur 5% du temps global qu'on impose à l'utilisateur. Donc depuis quelques années, il y a une prise de conscience de ça et on se focalise de plus en plus sur la partie client. Alors il ne faut pas oublier le serveur évidemment, mais on voit qu'on a, et vous allez voir qu'on peut très facilement gagner beaucoup côté client, donc améliorer bien la performance globale, donc l'expérience utilisateur, en travaillant sur les problématiques côté client, et finalement faire assez peu de choses côté serveur. Si on zoome un peu sur cette cascade, donc je l'ai remise là complète, je zoome juste sur le début, on voit un premier élément, je demande Fnac.fr, et quand mon navigateur demande ça au serveur, le serveur lui dit « non, désolé, c'est pas Fnac.fr, c'est Fnac.com ». J'ai déjà perdu 150 millisecondes. Juste pour ça.
alors que j'aurais pu servir la page. L'utilisateur il a demandé Fnac.fr, soit je lui envoie le site sur Fnac.fr. Il y a différentes problématiques comme ça. On voit derrière en fait la cascade, on voit ça s'enchaîne, vraiment les appels à différentes ressources. Donc une fois qu'on a obtenu Fnac.com, on demande une feuille de style, puis une autre, puis du JavaScript, puis on arrive ici à des images, et ainsi de suite. Si on détaille un peu chaque élément ici, on a alors 4 éléments principaux. On a d'abord ce qu'on voit en bleu un peu foncé, la partie DNS, c'est-à-dire l'ordinateur, la machine et le navigateur ne savent pas forcément quel est le serveur sur Internet qui correspond à Fnac.com. Je vous ai enlevé le Fnac.fr pour simplifier. Et donc, il va falloir interroger un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP de la machine, pouvoir ensuite initialiser la connexion TCP. Et une fois qu'on a initié la connexion TCP, là, on a vraiment le serveur qui sait ce qu'il doit faire. On attend sa réponse, et il commence à envoyer la réponse, et ça prend un certain temps pour obtenir cette réponse. Donc tout ça, c'est la décomposition d'une requête. Ce qu'on peut voir, c'est que par la suite, on n'a pas d'autre requête DNS si on est sur le même domaine, puisque le DNS est lié au domaine. Ce qu'on verrait plus bas sur la cascade, qu'on ne voit pas ici, c'est que si j'ai d'autres ressources qui viennent d'autres domaines, par exemple des publicités, qui viendraient d'un fournisseur de pub, c'est souvent sur un autre domaine, et donc il faut refaire des requêtes DNS. Donc il y a différents impacts comme ça. Donc globalement, la décomposition d'une requête, tout ce qui se passe et ce qui explique le temps d'attente de l'utilisateur, c'est requête DNS, établissement de la connexion réseau, envoi de la requête vers le serveur une fois qu'on a ce tuyau qui est ouvert, calcul de la page côté serveur, alors éventuellement en cache pour optimiser, donc tant que c'est du dynamique, envoie de la réponse au client, et le client, une fois qu'il a les ressources, il faut qu'il affiche quelque chose. Donc il faut qu'il calcule un rendu en fonction d'un contenu, d'une structure qui est dans le HTML, des feuilles de style qui mettent en forme, et éventuellement il a des traitements dynamiques en JavaScript qui vont être nécessaires pour mettre en place la page. Donc tout ça, ça se déroule dans cet ordre-là, et ça explique donc la cascade. On a différents indicateurs dans cette cascade qui peuvent être intéressants. On a un événement qu'on appelle le Start Render, où le navigateur va commencer à remplacer la page blanche ou la page précédente, si on venait d'une autre page, par un début de dessin d'interface de la nouvelle page. C'est là qu'il commence à dessiner. Donc là, on voit sur Fnac, c'est environ 1 seconde 8. Donc on attend 1 seconde 8 devant une page blanche ou devant la page qu'on avait avant. Et il reçoit en fait le document complet, donc tous les éléments directement liés au HTML, au bout de 7 secondes 7. On verra d'autres indicateurs qui sont intéressants. Là, on peut dire, OK, mon objectif, c'est d'avoir la page en moins de 2 secondes. Je suis bon, j'ai 1 seconde 8. Sauf que c'est juste un start render. Il n'a pas fini de dessiner, il a juste commencé. On verra par quoi il commence. Si je fais le parallèle avec Amazon, vous avez un start render à 1 seconde 75, donc c'est à peu près équivalent. Par contre, un document complete à 4 secondes 3, au lieu de 7 secondes 7. Donc déjà, on sait qu'on a le document complet bien plus tôt. Donc il y a des chances pour qu'on ait quelque chose d'exploitable plus tôt. Ce n'est pas forcément vrai, attention. Ça risque des chiffres, c'est des indicateurs. Il faut derrière analyser et voir ce qu'il en est vraiment. Donc on va les comparer, les mettre côte à côte, charger dans chacun en fait la page d'accueil et voir ce que ça donne. C'est pas moi qui fais le bruit. 6 secondes 9, j'ai déjà toute la page Amazon. Je peux faire ce que je veux dedans. Je suis l'utilisateur, je peux scroller, je peux cliquer, je peux voir ce qu'il y a. 13 secondes 6 sur Fnac.fr. On a vu le start render est quasiment le même. 1 seconde 7, 1 seconde 8. Par contre, on voit que le délai avant lequel l'utilisateur va avoir pleinement la main sur la page et tout bien chargé est très important. Si je la rejoue, est-ce qu'il veut bien la rejouer? Voilà. Regardez bien ce qui se dessine. Sur Amazon, on voit tout de suite tout. Sur Fnac,
on attend. Il y a des choses qui sont dessinées, mais on ne voit pas trop ce que c'est. Il n'y a pas de couverture de produit, il n'y a pas d'image importante. Et poum, il faut attendre 12 secondes pour avoir tout à coup toutes les images qui s'affichent. Sur Amazon, il y a un rendu progressif qui fait qu'on va tout de suite voir des choses intéressantes. Sur Fnac.com, il y a des blocages, il y a des choses qui bloquent le rendu, qui font qu'on va attendre 12 secondes avant d'avoir quelque chose d'utile. Donc l'utilisateur, il attend 12 secondes et non pas les 2 qu'il espère. Donc, le problème, c'est que donc, cette indication de Start Render, elle n'est pas suffisante. Hein, c'est quelque chose qui va pas forcément nous servir comme on l'espérait. Du coup, il y a différentes initiatives pour essayer de faire mieux. C'est vraiment, la performance web, c'est vraiment un sujet qui est en plein mouvement, qui est plein d'expérimentation. Plein de gens, évidemment, chez les gros, les Google, Yahoo, Amazon et autres, qui réfléchissent beaucoup à ça. Et une expérimentation en cours depuis assez peu de temps, c'est essayer de déterminer informatiquement, automatiquement, le temps nécessaire au chargement, à l'affichage de ce qu'on appelle la partie above the fold, dont on en a déjà parlé tout à l'heure, ce qui est au-dessus du pli de la page virtuelle, la ligne de flottaison, donc la partie visible avant d'avoir scrollé. Donc il y a des algorithmes qui sont en cours d'élaboration. Le problème, c'est de définir en fait des indicateurs qui vont permettre de dire « Ok, la page est chargée, l'utilisateur peut l'utiliser ». Et c'est très difficile parce qu'on a des sites où il y a des choses qui sont dynamiques. On va avoir des carousels qui vont tourner automatiquement, on va avoir des vidéos qui vont se déclencher, des trucs comme ça. Sachant que le meilleur moyen de savoir que la page est chargée et qu'elle est complète, c'est qu'il n'y a plus de pixels qui changent. Sauf qu'on a par nature des pixels qui changent puisqu'il y a des éléments dynamiques. Donc le tout, c'est de mesurer, de se définir des seuils pour dire si le pixel change très souvent pendant un laps de temps, c'est qu'il va probablement continuer à changer, c'est une vidéo, c'est un flash, c'est un truc comme ça. Par contre, s'il change très peu, on va dire c'est un pixel fixe, il ne bougera plus. Et donc une fois que tous les pixels fixes sont obtenus, on considère que c'est le temps d'affichage. C'est de l'expérimentation, il ne faut vraiment jamais prendre ça au premier degré. Il y a parfois ce qu'on appelle l'AFT, Above the Fold Time, supérieur au temps global de chargement de la page, parce que l'algorithme n'est pas bon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours d'élaboration, qui serait intéressant si on arrivait à vraiment le faire. Donc faire très attention. Autre élément intéressant pour les performances, c'est un effort de standardisation auprès du W3C, de travaux qui ont été faits par Microsoft et Google, sur une instrumentation intégrée au navigateur, c'est-à-dire que le navigateur puisse donner de l'information à JavaScript sur différentes étapes de chargement de la page, donc toutes les étapes qu'on a vues avec le DNS, la connexion réseau, début de chargement, fin de chargement et tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas du tout outillé, pas standard, donc il y a un effort de standardisation en cours, et on a de la chance, le Working Draft est sorti il y a 2 jours, donc c'est vraiment, ça avance très très vite, sous l'impulsion de Google et Microsoft. Et vu qu'ils sont déjà 2 acteurs dessus et qu'il faut 2 implémentations pour qu'une recommandation devienne ensuite implémentée plus généralement, c'est vraiment quelque chose, un sujet qui bouge vite. Une problématique qu'on a aussi avec cette étude de performance, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré comme cascade, c'est des cascades qui considèrent que le navigateur n'a rien en cache. Vous savez que dans votre navigateur, il y a un cache qui fait que si vous avez déjà une ressource, une image, un JS, un CSS, des trucs comme ça, et qu'il est toujours valide, vous n'allez pas le retélécharger quand vous naviguez sur un site. Les cascades que je vous ai montrées, c'est considérant le cache vide. Les utilisateurs, quand ils vont arriver sur le site, si vous avez la chance qu'ils ne repartent pas tout de suite, ils vont voir plusieurs pages. Au bout d'un moment, leur cache sera rempli avec toutes les ressources. S'il revient surtout sur la même page, on pourra essayer de calculer le temps d'affichage de la page avec cache. Pardon, j'ai pas avancé. Donc sans cache, c'est la première visite. Donc c'est important d'optimiser ça pour éviter les rebonds pour cause de performance faible. D'accord? Puisqu'il y a énormément de rebonds sur... alors soit c'est le contenu qui ne plaît pas, on repart, mais si c'est la performance... On demande un site. Imaginons, on fait une recherche dans Google, on prend le premier résultat parce qu'on sait que c'est toujours pertinent, on arrive, on attend 5 secondes, on a toujours une page blanche, on s'en va. On va chercher le deuxième résultat dans Google. Dommage, on était bien positionné,
mais on a perdu le prospect, on va dire, parce qu'on n'était pas performant. Donc faire attention à ça, optimiser ce chargement sans cache. Par contre, il faut aussi faire attention aux utilisateurs qui reviennent, donc optimiser aussi cette performance avec cache, et surtout bien voir ce qui se passe quand le cache est partiel. C'est-à-dire il faut observer en cours de navigation, dans mes pages, par exemple, je vais avoir le logo du site que j'ai sur toutes les pages, donc une fois que j'en ai vu une, il sera dans le cache pour toutes. Par contre, il y a d'autres ressources qui vont être sur certaines pages, mais pas d'autres, et ainsi de suite. Donc en cours de navigation, on va remplir petit à petit le cache. Donc il n'y a pas juste un instant T où on optimise, il faut regarder au cours d'une navigation standard comment optimiser tout ça et charger petit à petit le cache pour jouer sur les performances globales. Alors, on va voir quelques outils qui permettent d'apprécier la performance, de la mesurer, d'essayer de quantifier. On a différents outils, donc vérification de la cascade, comment la dessiner pour voir quelles sont les mesures. Des outils qui vont essayer de faire automatiquement des audits en fait, de respect de bonnes pratiques qui ont été définis par différents acteurs. Et puis des outils d'optimisation. Comme toujours, c'est vraiment que des outils, c'est des indicateurs, c'est des aides. Ça reste un domaine où il faut être plein de bon sens et tenir compte de sa propre perception pour voir quelles sont les vraies performances. Un outil incontournable, webpagetest.org, c'est un outil en ligne qui va permettre d'obtenir la cascade, notamment. On saisit l'URL. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des serveurs un peu partout dans le monde qui permettent donc de tester mon site franco-français où j'ai qu'un public français. Je vais le tester depuis un navigateur qui est à Paris. On a la chance d'avoir deux serveurs de test en France, à Paris. Mais si j'ai un site international, je vais faire des tests depuis les États-Unis, depuis l'Asie, depuis l'Europe et ainsi de suite, et puis confronter tout ça. Parce que sur les parties réseau, latence, DNS et tout ça, ça peut avoir un impact, la distance en fait, entre le serveur où est le site et l'utilisateur. Ensuite, on a aussi le choix entre différents navigateurs. Donc ça va de IE6 à IE9. Il y a Chrome qui est en cours d'ajout. Parce que les différents navigateurs ne se comportent pas de la même manière pour toutes ces problématiques de performance. Et alors dans les Advanced Settings, qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, on va pouvoir choisir le débit réseau côté client pour simuler un accès ADSL ou un accès RTC ou autre. On va pouvoir faire plusieurs tests pour faire des moyennes ou choisir les meilleurs résultats. Et un autre qu'on ne voit pas sur la copie d'écran, qui est intéressant, on va pouvoir enregistrer une vidéo du rendu progressif. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Snack et Amazon, je l'ai obtenu avec cet outil-là. Donc il peut enregistrer en fait les séquences d'images, il va me prendre une copie d'écran toutes les 0,5 secondes, ou on peut régler, et il va être capable d'en produire une vidéo. Et vous avez bien vu visuellement, comparé à Amazon et Fnac, c'est très parlant. Donc là, on arrive à avoir des choses intéressantes. Et donc, les expérimentations above the fold time sont faites aussi sur WebPageTest. Donc vous pouvez cocher la petite case qui vous dit que, attention, le test prendra plus de temps parce qu'il va devoir passer les algorithmes pour essayer de mesurer tout ça. Et il va vous donner un temps above the fold, mais qui, malheureusement, pour l'instant, sera rarement très exploitable. À ce sujet-là, attention aussi, le above the fold time, pour l'instant, l'algorithme, il se contente d'essayer de déterminer quand l'interface est complètement dessinée, au-dessus de la ligne de flottaison, mais ça ne veut pas forcément dire que l'utilisateur a la main sur le site. On peut avoir mis du code JavaScript lourd ou d'autres choses qui se produisent en dessous de la ligne de flottaison, qui vont bloquer le navigateur, qui vont bloquer les interactions. On va se retrouver avec le sablier ou le ballon de plage suivant les OS, et ce sera complètement dessiné, mais on ne pourra rien faire. Donc on pourra lire, on pourra voir les images, mais on ne pourra pas cliquer sur des boutons, des liens et autres. Donc ce n'est pas forcément intéressant non plus. Donc ça, c'est l'outil en ligne vraiment phare. C'est issu d'un projet AOL, en fait, au départ, qui a été mis en open source, qui a été repris par différents acteurs. Et vous pouvez donc l'installer aussi chez vous. Il y a un wiki qui explique et tout ça. C'est de l'open source. Ensuite, on a les outils intégrés au navigateur.
Donc, dans tous les navigateurs aujourd'hui, y compris Opera, que je n'ai pas mis là, Karl le sait, je l'ai prévenu, on a des outils qui permettent de voir différentes choses suivant les navigateurs, c'est plus ou moins complet. IE et Chrome, alors IE à partir de la version 9 et Chrome sont les plus avancés puisque c'est eux qui ont travaillé sur la Web Timing API. Mais on a des choses assez complètes dans WebKit, donc Safari, et repris aussi dans Chrome partiellement. Firebug avec Firefox, sachant que Firefox va travailler sur ses propres outils. Dans Opera, c'est Dragonfly. Donc on a des outils qui viennent un peu partout et ça commence à se standardiser, à s'uniformiser. Donc on a un outillage qui devient assez complet pour tester avec ses propres outils directement les performances. On a des extensions ensuite des navigateurs, donc, notamment qui sont nés d'abord comme extension Firefox, notamment Wiselo de Yahoo, donc chez Yahoo, ils ont un groupe qui s'appelle Exceptional Performance. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment axés performance. Il faut que leur page d'accueil, même si elle est super pleine, comme on a dit tout à l'heure, pour que les publics asiatiques soient contents, il faut qu'elle s'affiche très vite. Et du coup, ils ont des groupes de travail focalisés là-dessus, et ils en ont retiré un certain nombre de bonnes pratiques permettant d'obtenir de bonnes performances. Et ils ont fait un outil qui essaye de regarder automatiquement sur votre site pour telle page, telle bonne pratique, est-ce qu'elle est appliquée, oui, non, et ainsi de suite. Et ça donne une note. Donc là, le test, je ne sais plus sur quel site, Voyage SNCF, voilà, je l'avais noté. Il est grade C, donc le meilleur, c'est grade A. Et on voit pour chacune des bonnes pratiques, ça va de A à F. Donc F, c'est pas bien du tout. A, c'est très bien. Donc il y a un certain nombre de choses. Il y a 23 critères. Et ça donne donc des recommandations. Et en les appliquant un peu intelligemment, on peut vraiment facilement améliorer ses performances. Il y a un équivalent chez Google qui s'appelle PageSpeed, qui fait à peu près la même chose, avec d'autres recommandations. C'est complémentaire, c'est pas trop antinomique, heureusement. Donc c'est pareil, ça donne une note, ça donne des recommandations d'amélioration. Alors ça va parfois trop loin, c'est-à-dire que mettre en œuvre les recommandations qu'ils font va être complexe, immaintenable, coûteux et ainsi de suite, et pour un gain qui finalement sera minime. Donc c'est comme tout, on va facilement gagner 80% sur les performances brutes sans rien optimiser, et les 20 derniers pourcents vont coûter de plus en plus cher au fur et à mesure qu'on avance. Donc il faut faire attention aussi à tendre vers de bonnes performances, mais pas forcément essayer d'obtenir le A ou le 100 sur les différents outils. Depuis peu, PageSpeed est aussi disponible en ligne. Donc, quel que soit le navigateur qu'on utilise, du coup, on peut aller directement renseigner l'URL dans l'outil et il fera exactement les mêmes recommandations. Donc, c'est assez pratique. Là, c'est sur le site WebUX. Il n'y a que 3 recommandations de haute priorité, donc c'est plutôt positif. Il y a une note donc, de... C'est 68 ou 88 ? 68. C'est bon. Le site a été fait en 2 heures, donc bravo, c'est un score honorable. Le nouveau site, je précise. On a aussi des outils maintenant intégrés aux outils Webmaster de Google, donc où on retrouve pas mal de choses pour optimiser son site, notamment pour Google, évidemment. Et vu qu'ils intègrent aujourd'hui la performance dans leur algorithme, ils sont sympas, ils fournissent une vue sur les performances qu'ils mesurent, eux, sur votre site. Donc, voilà, lent, rapide, il y a 1 seconde 5, c'est la limite entre lent et rapide. Donc, ils vous montrent l'évolution en fait, des performances de votre site. Il y a plein d'autres outils, beaucoup de nouvelles choses qui se créent, de boîtes, de start-up qui se montent là-dessus. Des outils qui vont se contenter d'agréger des résultats d'autres. Par exemple, on prend GTmetrix, il fait un PageSpeed, il fait un Wiselo, et puis il vous donne les 2 notes, il met ça ensemble. Pareil chez Iota. À Iota, ils font en plus, j'ai pas encore pu tester, mais ils font le lien entre ces tests de performance et Google Analytics. Donc vous allez pouvoir croiser vos données en fait, de visite, de rebond et tout ça avec vos performances. Donc c'est assez intéressant, a priori, une fois de plus, je n'ai pas testé. Il y a des outils libres comme Showslow qui font aussi du PageSpeed, Wiselo et qui agrègent tout ça. Ensuite, on a les outils d'optimisation. Les outils d'optimisation, c'est vous. Enfin, c'est les développeurs, vous n'êtes pas tous développeurs.
Il n'y en a même peut-être pas beaucoup. Architectes, développeurs, tous ceux qui vont concevoir les applications, leur architecture logicielle et développer vont avoir des choses à faire pour optimiser les performances. C'est très artisanal encore. Comme je vous l'ai dit, c'est un terrain mouvant, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses à voir. Donc c'est vraiment de l'artisanat. On regarde, ok, on prend Wiselow, on prend Google Speed, on voit ce que ça nous dit, puis on dit ok, ça je fais pas. On priorise, on trouve des outils pour améliorer et puis on met en œuvre, tant bien que mal. La difficulté, c'est d'industrialiser, donc de reproduire ça à l'infini. Il y a juste, je vais passer rapidement 2 initiatives. Google, Mode PageSpeed, qui est un module pour Apache. Et il y a un outil à peu près similaire chez Microsoft qui s'appelle Doloto. C'est 2 outils qui ont pour objectif d'essayer de faire ça automatiquement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'analyser votre code, d'analyser la façon dont les utilisateurs naviguent sur le site, pour essayer de faire des optimisations tout seul. Il y a des effets de bord, il faut faire attention à respecter certaines choses dans la façon dont on développe pour que ça ne casse pas notre site. Donc il faut faire attention. Une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut, on se met au travail. Donc on retrousse nos manches, on s'y met et on va voir rapidement, on va rentrer un peu plus dans la technique, voir des pistes d'optimisation. Il me reste un quart d'heure. Question comprise, je suppose. Donc très rapidement, des grandes pistes d'optimisation. On a vu la cascade de Fnac.com qui contient je ne sais plus combien d'éléments, enfin c'est faramineux. Pour gagner du temps, on va éviter les 150 millisecondes perdues au début avec une redirection. On va éviter de faire des erreurs 404 dans les ressources liées, c'est-à-dire qu'on pointe sur une image dans son HTML, mais elle n'existe pas, donc pas de bol, c'est pas l'image qui était peut-être toute petite qu'on récupère, mais la page d'erreur 404 qui, elle, est lourde. Donc on fait une requête inutile vers une ressource qui n'existe pas, et en plus on se récupère un flux réseau qui est énorme. On va éviter de faire des liens vers des ressources qu'on n'utilise finalement pas aussi, éviter de charger des choses inutiles. On va essayer de réduire la latence, c'est-à-dire le temps vraiment initial en fait, de connexion, c'est-à-dire la poignée de main entre l'utilisateur, entre le client et le serveur. Je vous ai parlé des CDN avec Akamai, donc qui va prendre les contenus sur votre site, les mettre sur ses propres serveurs, il y a différents mécanismes, pour que quand un utilisateur demande à accéder à votre site, il obtient éventuellement le HTML de votre site, de votre serveur, mais après toutes les autres ressources, il va les télécharger directement sur un serveur très très proche qui est sur le CDN. C'est pertinent en cas de public international. Si vous êtes sur une zone géographique assez peu étendue, l'intérêt du CDN, qui coûte très cher, n'est pas forcément pertinent. On va essayer de réduire aussi le nombre de requêtes DNS. Si on prend lemonde.fr, la page d'accueil du journal Le Monde, il y a 51 domaines différents. Donc il y a 51 requêtes DNS. La plupart, c'est pour de la pub. Parce qu'il y a différentes régies de pub, puis il y a des sources externes, il y a des blogs, des machins qui sont sur d'autres domaines. Même si c'est un sous-domaine, c'est considéré comme un autre domaine. blog.lemonde.fr, c'est un autre domaine que lemonde.fr. Donc c'est une requête DNS supplémentaire. D'accord? Donc Le Monde, 51 requêtes DNS, c'est l'horreur. Pardon? Oui. Non, mais après, on peut avoir de bonnes notes globales en ayant quelque chose de mauvais sur un critère. On va essayer aussi, surtout, et c'est là qu'on gagne vraiment beaucoup, c'est réduire le nombre de requêtes. Si on prend Amazon, donc là, il y a une redirection, c'est pas bien, on perd presque 200 millisecondes. Si on demande juste Amazon.fr, on redirige vers www.amazon.fr. Ensuite, on obtient le HTML, et puis ensuite, on a réduit vraiment au strict minimum les images à obtenir. Donc, on va travailler sur le cache du navigateur, c'est-à-dire que côté serveur, on va dire, quand on va envoyer une image, par exemple, au navigateur, on va lui dire, cette image, tu la gardes une semaine, tu ne me la redemandes pas. D'accord? Si on te demande d'afficher une page qui contient cette image, tu ne me redemandes pas l'image. Tu ne me demandes même pas si j'en ai une nouvelle version. Tu la gardes 7 jours. Voilà. Donc c'est vraiment, quand le navigateur il va regarder dans son cache, ok, j'ai encore la ressource, elle est encore valable, donc je ne la demande pas. Ça fait une requête en moins. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Pour réduire le nombre de requêtes, on va aussi concaténer, donc rassembler les sources de même nature. Là, on a 6 fichiers JavaScript, on va les mettre tous dans un seul. Ça fera une requête au lieu de 6. Elle sera plus grosse,
mais on n'aura qu'une fois la partie dialogue réseau, et puis on l'obtiendra plus facilement. En plus, compresser un unique gros fichier, ça va permettre de gagner plus que si on les compresse tous individuellement. Après, faut voir, est-ce qu'on a ces 6-là sur toutes les pages ou pas, donc il y a des choses à faire, mais... On va pouvoir continuer à rassembler des choses au niveau des images, notamment tout ce qui va être, pas les images de contenu, mais plutôt des images d'interface, des boutons, des choses comme ça. On va les rassembler dans ce qu'on appelle les sprites. C'est des technologies techniques plutôt que technologiques, qui sont issues des jeux vidéo 8 bits qu'on avait il y a 15-20 ans, où on avait une seule planche d'image, et pour l'affichage à l'écran, on disait je veux afficher telle portion de mon image à telle position, et voilà. Ce qui fait qu'on n'avait qu'une image chargée en mémoire, plutôt que de devoir charger à la volée à chaque fois une image, à chaque fois qu'on avait besoin de l'afficher. C'est exactement la même chose, ça utilise des propriétés CSS, et on va pouvoir, donc, par exemple chez Amazon, ça c'est une unique image qui permet d'afficher dans l'interface tous ces boutons. Attention, ça peut poser des problèmes d'accessibilité. C'est Laurent Denis qui m'a dit ça la semaine dernière, donc je l'ai mis, comme ça il ne me tapera pas. Ça utilise des techniques en fait, où on met les images en fond d'éléments, et on a des problèmes d'alternatives quand on désactive les images ou les couleurs dans le navigateur. Pas forcément avec les synthèses vocales ou autres, mais avec certains modes d'utilisation des navigateurs, où on désactive les couleurs et images de fond. Donc faut faire attention. Réduire le nombre de requêtes, passer tout de suite au slide suivant. Voilà, donc c'était des techniques un peu hardcore que je ne vous présente pas. Vous reviendrez dessus si vous voulez sur SlideShare. C'est des choses un peu plus pointues, mais à ne pas faire tout de suite. Réduire ensuite le poids des requêtes. On voit sur les cascades, la partie bleue qui est au bout, elle est fonction évidemment de la bande passante et puis du poids de la ressource qu'on télécharge. Si on arrive à réduire le poids, on va diminuer cette partie bleue. Et juste en activant la compression, quelque chose qui se fait très facilement, on va pouvoir gagner de 50 à 80% sur le poids des ressources. Donc on va vraiment avoir un gain intéressant. Sur les ressources, alors surtout JavaScript et CSS, beaucoup moins couramment sur HTML, mais ça se fait. Supprimer tout ce qui est inutile au navigateur. Les commentaires HTML, ils sont utiles pour les développeurs, pour ceux qui veulent voir dans le code de la page pourquoi c'est comme ça, et ainsi de suite. C'est pas du tout utile pour le navigateur, il les ignore. Pourquoi lui envoyer? Vous regardez le code source de la page d'accueil de Google, vous avez tout qui est bout à bout, il n'y a aucun retour chariot, pas de commentaires, tout est en une seule ligne. Donc ça va permettre de gagner un petit peu aussi. C'est relatif, parce que le gzip, de toute façon, derrière, s'il voit 50 espaces, il va les réduire en 1 ou 2 pour le mécanisme de zip. Il y a un gros travail au niveau des images. Si vous avez beaucoup d'images sur votre site, vous pouvez gagner beaucoup de poids dans ces images en supprimant notamment des métadonnées. Donc sans rien changer visuellement sur l'image, vous pouvez supprimer des métadonnées qui sont dedans, ce qu'on appelle les données EXIF, IPTC, tout ça, qui sont mises par les appareils photo ou par les outils de graphisme et qui ne sont pas forcément utiles. Alors vous pouvez laisser les données spécifiques type copyright ou des trucs comme ça, si vous voulez, mais il y a plein d'infos en général qui ne sont pas du tout utiles pour le navigateur et pour l'utilisateur. Donc c'est bien de les supprimer. Ensuite, il va falloir choisir les bons formats graphiques aussi. Le GIF aujourd'hui, à part pour du GIF animé, ce que vous voyez depuis le début sur mes slides, c'est assez peu utile pour faire du web. On a le JPEG pour tout ce qui est photo, on va dire, et PNG, avec différents formats de PNG en fonction de ce qu'on veut comme qualité. Et ça suffit amplement. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Éviter les cookies inutiles. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Quand vous allez sur un site, que vous avez fait un choix, ou vous avez eu une pub, ou les machins et tout ça, le serveur il vous envoie des cookies dans votre navigateur, et à chaque fois que vous appelez le même domaine pour une requête, donc y compris si toutes vos images JS, CSS et tout ça sont sur le même domaine, votre navigateur, à chaque requête, il renvoie les cookies. D'accord? Donc si vous avez, je ne sais pas, 100, 150 ressources, et que le cookie, vous n'en avez besoin que pour la partie HTML, c'est là qu'on en a besoin en général, vous allez envoyer 150 fois vos cookies, alors qu'ils sont utiles qu'une fois. Donc tout ça, ça encombre le réseau, ça alourdit les requêtes. Donc en général, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un autre domaine, ou un sous-domaine, depuis lequel on va servir tout ce qui est ressources statiques, images, CSS, JS.
Comme ça, quand le navigateur interrogera ce sous-domaine ou cet autre domaine, ben, il n'enverra aucun cookie si on ne lui en a jamais posé. Je crois que c'est ma dernière technique intéressante, c'est répartir sur plusieurs domaines, ce qu'on appelle le domain sharing en anglais. C'est alors, c'est de moins en moins utile. En fait, dans la spécification HTTP 1.1, il y avait ça disait que les navigateurs pouvaient exécuter 2 requêtes simultanément vers un même domaine. Après, on peut, les différents navigateurs en fait sont passés outre, ont progressé et on est aujourd'hui plutôt à 6 à 8 requêtes simultanées pour un même domaine. Mais par contre, là, il y a une limite plus grande pour du multidomaine, de l'ordre de 30, 35 suivant les navigateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que IE6, IE7 qui ont des parts de marché infinitésimales, sauf si on n'a pas de chance et qu'on est dans une boîte, grosse boîte qui a encore que ça. Mais donc pour la plupart des navigateurs, on peut faire 6-8 requêtes simultanément sur le même domaine. Donc on va répartir sur 2-3 domaines maximum nos différentes ressources pour monter jusqu'à 3 x 8, 24 requêtes simultanées pour tasser finalement la cascade. Plutôt que d'attendre d'avoir fait 2 téléchargements ou 6 ou 8 pour faire les suivants, on va en faire beaucoup plus en parallèle, donc le temps global va se réduire. Donc on va par exemple passer de ça à ça, donc 2 par 2, on passe à 4 par 4, juste en ayant un deuxième domaine. Il faut les répartir intelligemment, évidemment, les ressources sur les différents domaines. Sachant qu'à chaque fois qu'on rajoute un domaine, on rajoute une requête DNS. Donc il ne faut pas aller à trop de domaines non plus. Donc il faut arbitrer sur ça. Aujourd'hui, le consensus, il est entre 2 et 4 domaines suivant les ressources qu'on sert. Ensuite, optimiser le rendu, je vais passer vite. Ça va être envoyer les bonnes données, les bons CSS, les bons JS au bon moment pour que l'interface se dessine le plus vite possible, pour que l'utilisateur ait le plus vite possible la main, et essayer de reléguer au plus tard possible, une fois que l'utilisateur fait ce qu'il veut, tout ce dont il n'a pas besoin tout de suite. Faire du lazy loading, donc charger plus tard les photos qui sont tout au bout de la page sur 20 minutes par exemple. On n'en a pas besoin tout de suite. On va donner la main à l'utilisateur le plus vite possible sur le hub of the flow, peut-être un peu plus. Et quand il va scroller, on va lui rajouter le reste du contenu. Sur Amazon, par exemple, vous faites une recherche sur des produits, vous avez la première ligne de résultats avec des vignettes qui est chargée tout de suite, et les autres viennent ensuite. Vous avez la main déjà, et ensuite les autres arrivent. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Bon, performance, CSS, JavaScript, donc il faut bien écrire son code. Là, on rentre vraiment dans des considérations très techniques. Et dernier point, faire attention aux ressources externes. Je vous ai parlé du monde avec ses 51 DNS, dont issus beaucoup de pubs. Il y a eu une question tout à l'heure sur l'impact en performance de Google Analytics. Il y a énormément de choses. Donc vous allez, Steve Souders, qui est un des papes, on va dire, des web performance, qui a fait un petit audit de différentes ressources externes qu'on met sur nos pages et qui a mesuré l'impact. C'est vraiment important à connaître. Bien souvent, la page, elle commence à s'afficher, elle se bloque, et c'est une fois qu'on a eu la pub que le reste de la page s'affiche. Les pubs sont parmi les éléments les plus bloquants sur les sites web aujourd'hui. J'essaie de faire vite. Il faut pratiquer pour progresser, comme tout. Il y a eu, fin 2010, un concours international organisé par des Français de performance. Chez CleverEdge, on a été dans cette initiative et on a pris contact avec la Fnac, un de nos clients, qui a accepté de jouer le jeu et de fournir une page de test, donc sur la partie enfant, en fait, de son site. Donc ils nous ont donné la page avec toutes ces ressources. Et on a dit, on va faire un concours pour essayer d'améliorer cette page. Donc il y a des retours d'expérience, je vous laisserai découvrir ça. Ce qui est intéressant, c'est voilà la cascade de départ, voilà une des cascades d'arrivée par un des concurrents. Au chargement sans cache. Start render, on est passé de 2.4 à 1.6, document complete de 11 à 1.2. Donc là, on fait énormément de lazy loading. On obtient très vite le document complet et on charge plus tard les choses qui ne nous intéressent pas dès le départ. Voilà, donc il y a énormément d'enseignements là-dedans. Si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a un groupe
le WebPerf User Group, alors qui se réunit plutôt à Paris, mais vous pouvez lancer l'initiative en province pour ceux qui sont en province. Il y a un groupe sur Digo pour partager aussi tous les bons liens. Donc tout le monde est bienvenu. Il y a un compte Twitter WebPerf FR qui retweet des infos intéressantes publiées par les grands de la performance dans le monde. À vous de jouer. Les illustrations, si vous aimez les gifs animés, vous avez les liens. Voilà. Bravo à vous, vous n'êtes pas endormis.